Si ces inégalités sont compatibles avec le fonctionnement du marché, elles ne sont pas acceptables selon les défenseurs de l'État-providence. Rappelons en effet que l'une des fonctions de l'État-providence est la fonction de redistribution. Cette fonction de redistribution s'exerce verticalement par l'intermédiaire de la fiscalité. On parle là de distribution verticale, car il s'agit de taxer les plus riches au bénéfice des plus pauvres. L'État-providence taxe donc d'abord les patrimoines, en considérant que seuls les plus riches possèdent un patrimoine, et que ce patrimoine est un capital qui rapporte et creuse les inégalités de revenus. Ainsi, posséder une propriété foncière permet de percevoir des loyers. La taxe foncière va donc peser sur les propriétaires. Posséder des actions et des obligations permet de toucher des dividendes et des intérêts. Donc là encore, des prélèvements supplémentaires sont prévus. La transmission de ce patrimoine par héritage sera à nouveau taxée par les droits de succession, avec un taux qui peut aller jusqu'à 45% pour les enfants. Voilà donc pour la taxation des patrimoines. Mais l'État-providence taxe aussi le revenu des plus riches, à un taux supérieur à celui des plus pauvres, par le biais de l'impôt sur le revenu, puisque le taux augmente à chaque tranche. Illustrons ce principe à travers les taux et tranches de l'impôt sur le revenu en France en 2025. Nous avons donc 5 tranches qui sont taxées de 0 à 45%. Nous allons calculer l'amplitude de la tranche afin de faciliter les calculs. Nous voyons par exemple que pour la première tranche, l'amplitude va de 11 497 à 0. Donc 11 497 moins 0, ça fait 11 497. Pour la deuxième, on passe de 11 497 à 29 315. Donc on va faire 29 315 moins 11 497, etc. Donc là on calcule l'amplitude de la tranche, qui va pour la dernière tranche jusqu'à l'infini. Maintenant nous avons 3 cas de contribuables, chacun étant un foyer unique. Nous avons Monsieur Haro qui gagne 11 000 euros. Pour lui, ça sera simple. Il ne dépasse pas la première tranche. Donc son taux d'imposition sur l'ensemble de ses revenus sera de 0%. 11 000 multiplié par 0% égale 0. Passons maintenant à Madame Bourgeot. Elle gagne 30 000 euros par an. Donc elle dépasse la première tranche. Elle remplit toute l'amplitude de la deuxième tranche et elle dépasse la troisième tranche de 30 000 moins 29 316, c'est-à-dire qu'elle dépasse de 685 euros. Elle sera donc taxée à 0% sur la première tranche, elle sera taxée à 11% sur toute l'amplitude de la deuxième tranche et elle sera taxée sur les 685 euros qui dépassent les 29 315 à hauteur de 30%. Et là, on peut calculer le taux effectivement payé, qui sera l'addition de chacune des impositions par tranche. On a 0, plus 1959,98 pour la deuxième tranche, plus 205,5 pour la troisième, ce qui nous fait 2165 euros et 48 centimes. Pour M. Gauget, les revenus sont très conséquent puisqu'il perçoit 295 000 euros par an. Il va donc dépasser la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et aussi la cinquième tranche. On va calculer toute l'amplitude à chaque fois. Donc il a toute l'amplitude de la première tranche, 0%. L'amplitude de la deuxième tranche, 17 818 à 11%. La troisième tranche, 54 508 à 30%. La quatrième tranche, 96 471 à 41%. Et enfin, il dépasse la dernière tranche de 295 000 moins 180 294, ce qui nous fait 114 706 imposé à 45%. Additionnons encore une fois le montant d'impôt payé dans chacune des tranches. Nous arrivons à un total de 109 483,19 euros. Le taux réellement payé diffère selon le revenu. On parle ici d'impôt progressif. Dans notre exemple, ce taux est du montant payé divisé par le revenu disponible, soit pour M. Haro
0 divisé par 11 000, ce qui donne 0%. Pour Madame Bourgeot, 2165,48 divisé par 30 000, ce qui nous fait 7,22%. Pour Monsieur Gauget, 109 483,19 divisé par 295 000, ce qui nous donne 37,11%. Ce qui démontre bien le caractère fortement redistributif de cet impôt. On passe donc de 0 à 37,11%. Ce mécanisme fait que les 10% des ménages qui déclarent le plus de revenus payent, à eux seuls, 70% de l'impôt sur le revenu. Je ne vous demande pas ici de connaître par cœur ce calcul, mais seulement de comprendre comment se calcule l'impôt sur le revenu. Ça sera à vous de démontrer effectivement son caractère fortement redistributif. D'une main, l'État-providence prend, d'une autre main, l'État-providence verse des prestations de solidarité aux plus pauvres, avec notamment les collectivités locales, plus exactement les départements, et la CAF. On parle là d'une logique d'assistance. Ces prestations sont accessibles sous conditions de revenus inexistants ou faibles. On connaît ainsi le revenu de solidarité active, RSA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui n'ont pas de retraite suffisante. On connaît également l'aide personnalisée au logement pour les locataires les plus pauvres. Cette fonction de redistribution ne s'exerce pas seulement verticalement par l'État, mais elle s'exerce aussi horizontalement par l'intermédiaire de la sécurité sociale, afin de faire face aux risques sociaux que sont le chômage, la maladie, la vieillesse et les familles nombreuses. Les salariés cotisent donc pour payer des retraites, des allocations chômage, des allocations maladie et des soins médicaux, mais aussi des allocations familiales. Le critère ici n'est pas le revenu, mais le risque. Évidemment, considérer qu'avoir beaucoup d'enfants ou passer l'âge de la retraite est un risque, c'est une considération un petit peu particulière. Mais enfin, c'est comme ça que raisonne la sécurité sociale, puisqu'il s'agit d'assurer un risque. Le critère n'est donc pas le revenu, mais le risque. Et la sécurité sociale est une assurance obligatoire à laquelle tous les salariés doivent cotiser. Sa logique, et il faut insister sur ce point, n'est pas une logique d'assistance, qui relève seulement de l'État. C'est une logique d'assurance des risques sociaux. Ainsi, les cotisations de la sécurité sociale sont des charges sociales payées par les salariés et leurs employeurs à l'URSSAF et à l'UNEDIC. Ces charges sociales donnent droit à des prestations affectées aux différentes caisses de la sécurité sociale, qui sont la caisse d'allocation familiale qui accorde un supplément de revenus aux familles nombreuses, la caisse nationale d'assurance maladie qui permet de maintenir les revenus en cas d'arrêt maladie et de rembourser les soins médicaux, la caisse nationale d'assurance vieillesse qui paye les retraites aux salariés qui ont cotisé suffisamment longtemps, mais attention, on ne cotise pas pour sa propre retraite, mais pour ceux qui sont déjà en retraite. On parle d'un principe de répartition entre les générations. Enfin, France Travail, financé par l'UNEDIC, verse les allocations de chômage. Comme nous nous situons bien dans une logique d'assurance, ces prestations sont limitées. Ceux qui ne peuvent pas ou plus y prétendre, faute de cotisation suffisante, vont se retrouver dans la logique d'assistance et pris en charge par l'État. C'est pour cela que ceux qui ont épuisé leurs droits aux allocations chômage se retrouveront au RSA. Ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé à la retraite percevront l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ceux qui ne sont plus couverts par l'assurance maladie percevront la protection universelle maladie, versée aussi par l'État, donc à la charge des contribuables, et non des assurés sociaux.